Bonjour, je suis Patrice Dupuis, consultant formateur, certifié Calliope. Je suis aussi professeur de microbiologie environnementale auprès de divers profils d'étudiants et d'apprentis, par exemple en BTS métier de l'eau, en BTS Gémeaux, et aussi des bachelors à l'UIT de La Roche-sur-Yon en sciences de l'environnement et des ingénieurs en infrastructure hydraulique, par exemple à l'école d'ingénieurs arts et métiers de Angers. J'ai créé cette formation que j'anime en présentiel depuis quelques années auprès de collectivités locales, auprès d'ARS, de bureaux d'études et quelquefois réalisée aussi auprès du CNFPT de Limoges. Ce petit diaporama est là pour vous présenter la formation, ses objectifs, son déroulé, les prérequis et des exemples de diapositives qui sont commentés. Éléments sur l'organisation de la formation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle concerne? C'est une formation qui concerne la maîtrise des risques associés aux cyanobactéries, mais uniquement celles rencontrées en eau douce. La formation n'aborde pas les cyanobactéries et leurs risques en eau de mer. Ce n'est pas non plus une formation sur les techniques d'analyse à proprement parler, ni sur les méthodes d'identification. Bien sûr que ces notions y sont abordées. Quand suivre la formation? L'intérêt des formations à distance, du e-learning, c'est que vous la suivez à votre rythme. Vous pouvez enchaîner les leçons dans la journée, sur 2 jours ou plus, selon votre motivation, votre capacité à rester concentré, ou simplement votre disponibilité. Où suivre la formation? Évidemment, il faut se trouver un endroit calme, propice à la concentration. Pourquoi cette formation? Eh bien, les cyanobactéries constituent une sacrée menace pour les masses d'eau. C'est une problématique qui est grandissante dans les plans d'eau du monde entier, dans les cours d'eau lents aussi. Le réchauffement climatique n'y est pas étranger, parce que leur prolifération, qu'on appelle des efflorescences ou en anglais bloom, forme des écumes visqueuses inesthétiques qui empêchent presque tous les usages de l'eau, notamment la baignade bien entendu et la pêche, mais pire, comme elles peuvent intoxiquer l'eau en produisant des toxines très dangereuses comme les microcystines ou l'anatoxine A, eh bien elles peuvent entraîner la mort d'animaux domestiques. Il y a eu beaucoup de parutions dans la presse depuis quelques années sur la mortalité foudroyante de chiens, mais ça concerne aussi le bétail et la faune sauvage, et elle menace aussi la production d'eau potable à partir des ressources contaminées. Les exploitants des usines d'eau potable doivent surconsommer des réactifs, adapter leur filière, et ils sont soumis à une menace constante. Comment s'organise la formation? Eh bien, elle est organisée en un parcours de 4 leçons que vous devez suivre dans l'ordre, qui sont chacune sanctionnées par un petit quiz d'évaluation, 10-15 minutes maximum. Le programme de la formation, je vais le détailler sur la diapositive suivante. En termes de prérequis matériels, je vous recommande de la suivre, cette formation, plutôt sur un ordinateur ou une tablette, plutôt que sur un téléphone, qui est souvent trop petit en termes d'affichage. N'oubliez pas que cette formation a un contenu scientifique, elle présente de nombreux schémas et de nombreux graphiques. Sur un téléphone, c'est trop petit. Et il y a un bon système audio, il y a une bonne connexion Internet. Il faudrait quand même un débit minimal de 50 mégabits par seconde, donc il vaudra mieux privilégier une connexion filaire. À qui s'adresse cette formation? Eh bien, elle s'adresse en particulier aux gestionnaires de ressources en eau, aux producteurs d'eau potable, ce qu'on appelle les PRPDE, aux exploitants de sites de baignade en milieu naturel, aux responsables de baignade, bien entendu, aux techniciens et aux cadres dans les administrations de tutelle, par exemple les ARS, la DDT, les agences de l'eau, les départements, et bien entendu aussi à toutes les personnes concernées par des productions aquacoles. En termes de prérequis, il faudrait un minimum avoir un niveau bac scientifique. Je recommande plutôt un niveau bac plus 2 ou supérieur, bien entendu, soit dans le domaine de la gestion ou le traitement de l'eau, ou aussi, par exemple, en écologie, ce qui concerne les milieux aquatiques. Voici donc le contenu détaillé de la formation. Comme vous pouvez le constater, elle est organisée en 4 leçons. La première leçon s'appelle les caractéristiques des cyanobactéries. Pour chacune des leçons, vous avez les principaux objectifs pédagogiques qui sont énoncés. Par exemple, identifier les caractéristiques des cyanobactéries et expliquer comment elles se multiplient et les conditions favorables à leur prolifération. De la même façon, pour chacune des leçons, vous avez un chapitrage plus ou moins détaillé. Lorsque c'est très détaillé en sous-chapitrage, ce sont toutes ces notions qui sont abordées. Lorsqu'il n'y a pas de sous-chapitrage, par exemple dans la leçon numéro 1 au chapitre 3, les éléments de classification et d'identification ne sont que très peu détaillés. La raison est simple, cette formation n'a pas pour objectif de former des gens au microscope à identifier des cyanobactéries. Ils disposent directement des analyses de laboratoire qui leur ont été fournies. De la même façon, dans la leçon numéro 3, déterminer le modèle hydraulique, il faudra une formation à part entière pour le faire. Il n'y a donc ici qu'une seule diapositive qui vous édicte l'intérêt d'un modèle hydraulique et ce qu'il peut vous apporter dans la gestion du risque cyanobactérie.
Pour chacune des leçons, vous avez une sanction par un petit quiz final qui dure de 10 à 15 minutes selon le nombre de diapositives, selon l'importance de la leçon. Vous voyez par exemple qu'il dure 15 minutes pour la dernière leçon parce que la durée indicative de suivi est beaucoup plus importante. Concernant la durée indicative, par exemple pour la première leçon, 1h40. Cette durée-là, c'est si vous suivez toutes les diapositives à la suite. Bien entendu, chaque diapositive a des commentaires audio indépendants. Vous pouvez donc relire à volonté une diapositive avant de passer à la suivante. C'est très important avec le e-learning de procéder de cette façon-là, parce que vous n'avez pas tous les mêmes schémas de compréhension. Il faut parfois plus de temps de relecture, plus de temps de réécoute pour comprendre certaines notions avant de passer à la suite. Vous avez à ce titre, dans la diapositive suivante, 3 exemples de diapos extraites des leçons 1, 3 et 4, avec le commentaire audio pour vous faire une idée du contenu qui vous attend. Voilà, merci d'avoir écouté cette introduction. J'espère qu'elle vous a donné envie de suivre la formation qui, croyez-moi, est très riche en contenu scientifique et qui est très pédagogique. Je vous souhaite donc un bon apprentissage, une bonne formation et bien sûr, si vous avez des questions après, un petit mail. J'essaie de répondre à vos questions dans tous les cas et nous pouvons aussi programmer, si vous êtes plus nombreux, une petite réunion en visio pour y répondre. Bon courage! Penchons-nous sur la troisième condition qui favorise les cyanobactéries, c'est des conditions météo alors plutôt estivales, plutôt des eaux chaudes. La température optimale pour les cyanobactéries, pour l'immense majorité des cyanobactéries, c'est de 14 à 35 degrés. Maintenant, le 35 degrés ne les arrange pas, on va voir pourquoi. Donc c'est pour cela évidemment que les blooms se forment davantage en été et en automne. Alors, règle commune à tous les êtres vivants, quand la température augmente, le métabolisme accélère. Globalement, quand on augmente la température de 10 degrés, donc plus 10 degrés, c'est vitesse fois 2 en chimie. Et évidemment, la réciproque est vraie aussi, quand on baisse la température, on ralentit les réactions chimiques. Donc c'est pour ça qu'on met les aliments au réfrigérateur par exemple. Donc quand on augmente la température, le métabolisme accélère. Donc ça veut dire aussi qu'elle se divise plus vite, que la vitesse de germination des akinètes augmente, et malheureusement aussi qu'elles vont produire des métabolites odorants qui vont être moins solubles parce que quand il fait plus chaud, la solubilité diminue pour ces molécules gazeuses. Donc, par exemple, la géosmine, l'odeur de la vase, va aussi être plus émise si la température de l'eau se réchauffe. Et la production de toxines, elle est globalement optimale entre 18 et 25 degrés, ce qui est un peu normal puisque c'est la température où il y a le plus de concurrence avec les microalgues. Alors si on regarde le schéma sur la droite, on voit, alors on retrouve justement la saisonnalité de prolifération des algues et des cyanobactéries. On va commencer par la courbe sur les diatomées en bas, et on voit qu'évidemment elles sont les premières, bien d'accord, à proliférer avec un optimum vers elles autour de 15 degrés. Puis elles déclinent au profit des chlorophycées et des dinoflagellés, qui sont aussi beaucoup moins communs, mais aussi présents dans les masses d'eau. Et puis que, évidemment, peu à peu, on voit que les cyanobactéries suivent la pente tout doucement, tranquillement, et elles vont les remplacer lorsque la température commence à devenir plus élevée. Alors, c'est pourquoi au-delà de 30 degrés, ça n'arrange pas non plus les cyanobactéries? À cause du gaz carbonique. Le gaz carbonique, comme tous les gaz d'ailleurs, il est insoluble. Quand on chauffe l'eau, on n'a plus de gaz en fait dedans. Ce qui pose problème, par exemple, pour la chloration de l'eau, pour les eaux potables ou pour les piscines, ce qui pose aussi problème, comme partie pour les carboniques, par exemple, dans les eaux chaudes sanitaires. Mais le CO2, c'est un acide faible, et donc quand on chauffe un milieu, les gaz s'en vont, le CO2 s'en va aussi, sauf que le CO2, les cyanobactéries étant autotrophes, elles ont besoin de CO2 pour se nourrir, c'est leur nourriture, elles mangent le CO2. Donc en eau chaude, il devient rare, il devient un facteur limitant. Mais le facteur limitant, encore une fois, il est moins limitant pour les cyanobactéries que pour les microalgues. Donc c'est pour ça que ce sont vraiment, encore une fois, les cyanobactéries qui déclinent le plus tard. Donc évidemment, si le climat se réchauffe, donc évidemment au gré des saisons, par exemple pendant l'été notamment, ou alors à l'échelle de la planète sur plusieurs décennies, un climat qui se réchauffe, ça aggrave forcément les proliférations. Et sachant que quand il y a prolifération, il y a risque toxinique, on le sait, plus le climat va se réchauffer, plus le risque de pic toxinique va être élevé. Il y a une étude américaine qui, de 2017, prédit que les blooms cyanobactériens toxiques seront de 2 à 5 fois plus nombreux à la fin du siècle. C'est une étude qui portait sur le territoire américain. Et il y aura aux États-Unis entre 18 et 39 jours de blooms cyanobactériens toxiques par an. Il y en a aujourd'hui 7. Bien sûr qu'on peut extrapoler ces chiffres au niveau de l'hémisphère nord et une grande partie aussi de l'hémisphère sud, puisque le scénario colle à peu près dans toutes les masses d'eau.
Alors, autre point, la température agit aussi sur l'hydraulicité de la masse d'eau. Parce que quand la température augmente, je vais expliquer que l'eau elle avait une densité maximum lorsqu'elle était à 4 degrés. Mais lorsque la température augmente, sa viscosité diminue. Les algues qui sont plus lourdes, je devrais dire plutôt plus denses, coulent et les petites cellules flottent. Donc à ce moment-là, quand la viscosité diminue, donc la température de l'eau augmente, il y a plus de bloom en surface. La stratification thermique, donc rappelez-vous sur la page précédente, l'épilimnion, thermocline et hypolimnion, eh bien la stratification est plus durable. Parce que, évidemment, si l'eau chaude en surface est moins dense, eh ben, elle reste en haut, alors que l'hypolimnion plus froid, ben, lui, reste en bas. On n'a pas le brassage hivernal, ce qu'on appelle la mixie. En Europe, on a des lacs dimictiques, c'est-à-dire qu'ils brassent 2 fois par an. On a un échange, puisque par exemple, à l'automne, la température de surface baisse, l'eau de surface devient plus froide, elle devient plus dense, donc elle s'enfonce. Et comme l'eau est incompressible, comme l'eau de surface s'enfonce, l'eau de fond remonte. Donc on a un brassage à l'automne, et ce sera l'inverse au printemps. Hein. L'eau froide de surface va se réchauffer. Quand elle va passer à 4 degrés, c'est l'eau de surface qui est plus dense, et elle va encore une fois basculer. Donc dans l'hémisphère nord, toute l'Europe notamment, on a des lacs dimictiques, quand on n'est pas en altitude non plus. Et bien, donc on a 2 fois ce brassage. Plus le climat se réchauffe, moins la mixie est possible, donc plus le lac reste stagnant. Ce qui va bien entendu aggraver aussi les proliférations ou la fréquence des proliférations. Abordons maintenant comment doser les toxines, à proprement parler. Alors, en cas de prolifération, je vous rappelle que l'ANSES, depuis septembre 2020, recommande de renforcer la surveillance des cyanobactéries et de l'ensemble des cyanotoxines. Il y a 3 méthodes classiques pour doser les toxines dans l'eau. Une seule est normée, c'est la dernière, c'est la chromatoliquide associée à un spectro de masse. Donc c'est HPLC, MS. Pour faire une. Alors je vais commencer par ce qui est peut-être plus technique. Donc une chromatoliquide, on va classiquement la faire sur 1 à 2 litres d'échantillon, et enfin en échantillonnage à peu près, ouais, 1 à 2 litres, et c'est après concentration d'échantillon sur une cartouche SPE. Les cartouches SPE, c'est extraction en phase solide. Alors, les HPLC, ça demande du matériel de laboratoire extrêmement coûteux. C'est laboratoire typiquement agréé, enfin au minimum accrédité. Donc, faut un environnement de laboratoire avec du personnel très qualifié pour cela. C'est évidemment pour ça que c'est la technique la plus chère, la plus longue aussi à mettre en œuvre, mais évidemment la plus fiable. Elle est vraiment quantitative et la limite de quantification, donc ici LQ, est de 0,01 microgrammes par litre. Donc c'est ce qu'il y a de plus sensible et ce qui est vraiment officiel. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode ici, il va falloir sortir les toxines des cellules. Hein. Donc il va falloir procéder à une lyse cellulaire. Souvent les laboratoires font ça par sonication, à coup d'ultrasons, ils explosent les enveloppes des cellules, mais les parois, alors qu'on peut le faire aussi avec une lyse enzymatique ou avec des détergents puissants, ce qu'on fait par exemple pour les tests ELISA ou avec les bandelettes. Les, euh, les autres tests, après, on va remonter avec le test ELISA. Donc le test ELISA, classiquement, encore une fois, alors là, on va plus être sur des sondes ARN, on va être sur des tests antigènes-anticorps. Donc là, on va travailler, c'est l'illustration que vous avez là de chez Abraxis, avec des microplaques, 96 puits. Au fond de chaque petit puits est imprégné un anticorps spécifique donc d'une toxine. Il n'y en a pas pour toutes les toxines, mais il y a quand même beaucoup. Et le test ELISA, eh bien, on va mettre l'échantillon dans lequel on a lysé les cellules. On va incuber pendant plusieurs minutes et on va laisser donc l'antigène, donc la toxine, se faire accrocher par l'anticorps. Et puis après, c'est un test par opposition, c'est-à-dire que si on a la couleur va être inverse proportionnelle à la teneur. Donc les tests ELISA sont assez démocratisés, ils sont encore assez chers. Hein. Par contre, ce sont des tests à 50 à 100 euros hors taxe par toxine. Il n'est pas impossible qu'il y ait des faux positifs et négatifs. C'est ce qu'avait remonté le laboratoire central de Aquaref. Des variants toxiques peuvent aussi être détectés. Donc, encore une fois, c'est un environnement de laboratoire. Et quand on détecte des toxines avec un test ELISA, il faut confirmer par une HPLC. Là, par contre, le volume d'échantillon est plus petit, hein, avec 100 millilitres, on a largement assez pour faire le test. Mais pareil, on aura d'abord lysé les cellules pour en extraire les toxines. Donc la méthode de test ELISA, là, elle est quantitative. C'est assez rapide, selon les toxines, entre 1 h 15 et 3 heures, hein, globalement, selon les dires des fabricants. La limite de quantification dépend des toxines, c'est 0,1 microgramme par litre d'équivalent microstinellaire ou la toxine A.
Pour la cylindrospermopsine, c'est moitié moins. Donc c'est un bon compromis pour faire une surveillance sur une ressource par exemple. Et puis on a des bandelettes réactives, ce qu'on appelle les PPIA, c'est les essais d'inhibition de la phosphatase. C'est PPIA, c'est Protein Phosphatase Inhibition Assay. C'est donc la phosphatase, c'est une enzyme qui permet l'assimilation du phosphore. Et donc on va inhiber cette enzyme, donc, qui est sensible à certaines toxines. Donc c'est l'illustration que vous avez en bas à gauche, que je vais commenter. Donc les toxines dosées par bandette réactive, c'est un test de terrain, pas très cher, c'est très rapide. Par contre, évidemment, c'est du semi-quantitatif, comme un dosage nitrate par bandette. C'est pareil, c'est dans une gamme entre temps et temps, ou supérieur à ou inférieur à. La limite de quantification, elle est entre 0,5 à 10 microgrammes par litre. Pour quelle telle amplitude, ça dépend des eaux. On va être à 0,5 microgrammes par litre pour des eaux toutes propres, les eaux du service d'eau, les eaux distribuées. Et par contre, dans une eau brute relativement chargée en matière en suspension, par exemple, ou en microalgues, on sera plutôt proche des 10 microgrammes par litre. C'est pas super précis et c'est pas toutes les toxines. Pour l'instant, on trouve globalement 4 toxines possibles comme ça, donc, dont les microcystines, l'anatoxine, cylindrospermopsine et saxitoxine. Alors le petit test en bas, donc il faut savoir dans ces tests-là, donc vous avez la partie réactive des petites bandettes, en l'occurrence sur l'illustration ici, elle est en bas. C'est avec de l'or colloïdal qui va migrer, et la partie par laquelle on tient la bandette, c'est la partie haute. Vous avez classiquement sur ces tests, sur ces bandettes réactives, une bande contrôle et une bande témoin. Donc la bande contrôle doit toujours être allumée, doit toujours être allumée, elle doit toujours montrer une couleur, sinon le test est invalidé, ininterprétable. Et puis, les microcystines, eh bien, le témoin, lui, c'est un indicateur qui renseigne comment les microcystines de l'échantillon, elles bloquent graduellement la bande test T. Donc, s'il n'y a pas de bande T dans le dernier, par exemple, ça veut dire que la limite de quantification est dépassée. Ce que vous avez ici, par exemple, on voit que la bande T n'existe pas dans la dernière bandelette. Donc, ce sont des tests qui sont pas très précis, mais qui sont très rapides, et sur le terrain, ça peut quand même faire un diagnostic préliminaire. Là, chez Novakit, vous avez le petit test avec le lecteur de bandelette qui lit, vous mettez la bandelette, en quelques secondes, il lit s'il y a présence, contrôle et témoin. Et puis après, évidemment, selon l'endroit où les témoins disparaissent, vous avez la gradation entre 0,5 et 1, entre 1 et 2,5, etc. Il y a aussi des essais qui existent par là, ça qui sont plutôt de travaux R&D, d'essais in vivo, où on teste sur des souris, par exemple, mais c'est dans un cadre de recherche, donc je ne vais pas traiter ça ici. Et je vous rappelle aussi deux points importants. Les toxines ne sont pas produites en permanence. Certaines sont instables, comme la toxine. Et qu'il ne faut surtout pas mettre de thiosulfate de sodium dans les flacons de prélèvement, parce que le thiosulfate de sodium détruit l'anatoxine. Alors, un autre outil de régulation physico-chimique, la sonication. La sonication, c'est l'utilisation d'ultrasons. Les ultrasons, ce sont des ondes élastiques qui vont de 20 Hz à 10 millions de Hz. Les animaux, enfin les humains globalement, perçoivent des sons de 20 Hz à 20 000 Hz. 20 Hz, c'est des graves, et 20 000 Hz, c'est des aigus. Les animaux, ils peuvent percevoir des ultrasons jusqu'à, ça dépend des animaux, mais on va dire jusqu'à 100 000 Hz. Donc ces ondes-là, ultrasons, sont connues parce qu'elles peuvent générer dans l'eau donc des compressions, rétractions, c'est ce qu'on appelle la cavitation. La cavitation, ça génère des microbules, des nanobules de très haute température et très haute pression, capables de dégrader des molécules, de dégrader des cellules, dégrader des pompes, parce que une cavitation de pompe, ça peut la détruire en quelques instants. En l'occurrence, les puissances ne peuvent pas aller jusque-là, émises par les sonicateurs. Les ultrasons utilisés, c'est globalement sur deux plages par les constructeurs. Ils ont repéré qu'il fallait, en laboratoire, une plage d'ultrasons entre 24 000 et 50 000 Hz, 52 000 Hz, et une plage un peu plus longue autour des 200 000 Hz, 205 210 000 Hz. Avec ces deux plages-là, on a pu observer en laboratoire que les vacuoles gazeuses, donc des cyanobactéries, mais aussi d'autres organismes, petit à petit éclataient, et donc on affectait la flottabilité des cyanobactéries. Donc petit à petit, faute de flottabilité, elles s'étaient toutes posées sur le fond, et donc là elles pouvaient être dégradées tranquillement, ou ne plus créer de fleurs d'eau. Donc cette sonication-là, elle a pour objectif
détruire les cellules, entre guillemets, puisque l'objectif c'est plutôt de les faire couler. Avec évidemment le risque, c'est que si les fréquences sont assez élevées et que l'onde de cavitation éclate la cellule, c'est une libération massive de toxines et une libération brutale de toxines dans la masse d'eau. Alors ces ultrasons, ils ont un énorme inconvénient, c'est que leur distance de propagation dans l'eau est inverse proportionnelle à la fréquence. Donc, globalement, pour donner on va donner un exemple précis, par exemple une fréquence de 40 000 Hz, donc en plein dans la plage sélectionnée par les constructeurs, elle peut se propager au maximum d'une dizaine de mètres, 8-10 mètres. Alors que une fréquence de 400 000 Hz, elle ne fera que 50-60 cm dans l'eau. Donc évidemment, ça veut dire qu'en gros, on a un rayon d'action autour du sonicateur qui est relativement modéré. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait couvrir le plan d'eau de sonicateur pour commencer à avoir un effet. Donc déjà, ça ne joue pas du tout en termes de performance en faveur de la sonication. On fait un point sur les avantages et les inconvénients. Donc l'action, en l'occurrence, commercialement, du moins c'est l'argument marketing, elle est préventive et elle est curative. Pour un coût assez modéré, un sonicateur, alors on va dire pour raisonnablement efficace, on va dire avec deux plages au moins de longueur d'onde émise qui puissent couvrir des plans d'eau assez grands, c'est des entrées de gamme qui sont à 7-8 000 euros et plutôt, comme le modèle qui est en dessous, des appareils à plus de 20 000 euros. Donc ça, c'est pour l'argument plutôt globalement marketing. Maintenant, en termes d'inconvénients, la liste commence à grandir. Déjà, on a constaté depuis un petit moment quand même qu'il y avait des effets négatifs sur les autres taxons, c'est-à-dire que les ultrasons ne sont pas spécifiques du tout des cyanobactéries, ils affectent les microalgues, et pire, ils affectent d'autres taxons de la chaîne alimentaire dont on a absolument besoin dans l'écosystème. Je vous ai juste sorti ici une petite étude qui date déjà de 2014 sur l'effet des ultrasons sur les daphnies, sur le zooplancton. Dont se nourrissent notamment les alevins de poissons dans la chaîne alimentaire. Alors, comme vous pouvez le constater sur ce graphe, on voit très très bien une chose. Donc, la barre en haut témoin, c'est le contrôle à 0 Hz. Donc, on voit que les daphnies ne sont pas du tout affectées. C'est le témoin de non-mortalité. Par contre, dès qu'on commence à soumettre la masse d'eau à des ultrasons, donc vous voyez de 20 kHz, 28 000, 36 000, etc. Donc sur la première plage émise par les appareils, on voit une mortalité extrêmement rapide. Regardez, à 44 000 Hz, on voit une mortalité en 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a quasiment 100% de mortalité en moins de 10 minutes sur les daphnies. Donc c'est relativement on va dire délétère déjà pour ce taxon-là, alors que les daphnies n'ont pas de vacuole gazeuse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact très fort sur leurs cellules. Donc ça pèse déjà très lourd dessus. Et évidemment, il y a d'autres effets. Je peux vous sortir plein d'études, mais il y a des effets aussi sur les alevins de poissons, sur les têtards, sur d'autres microalgues, donc on préfère garder la présence dans les masses d'eau. Donc déjà ça a été à l'origine d'un avis défavorable de l'ANSES, encore une fois en septembre 2020. L'action déjà démontrée par les quelques laboratoires et peut-être qui ont suivi la sonication, c'est que quand il y a action sur des plans d'eau, on est sur des actions relativement lentes. Il faut laisser les appareils pendant plusieurs mois, au moins dans tous les cas pendant toute la saison chaude, donc quasiment de mai à octobre, et recommencer les suivantes. Que ces cellules qui tombent sur le sédiment, c'est de la matière organique en plus, donc ça crée de la demande en O2. On est incapable d'avoir des critères de dimensionnement. Les dimensionnements se font, on va dire d'un point de vue marketing, par les constructeurs uniquement sur la surface du plan d'eau. Et donc ça manque complètement de transparence. Je crois que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et donc globalement, ce qu'on va conclure avec ce sonicateur, c'est que leur efficacité est extrêmement limitée. Mais dans tous les cas, avis défavorable de l'ANSES. Et je vous ai ici montré une parution pour le démontrer.